Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, préparez-vous à plonger au cœur d'un épisode bouleversant et explosif de Plus belle la vie, celui du mercredi 4 juin 2025, épisode 347. Où les masques tombent, les secrets éclatent, et l'affaire Durieux prend un tournant aussi glaçant qu'inattendu. Dans les couloirs sombres du commissariat, Boé et Idriss sont sous le choc. L'arme du crime pourrait bien appartenir à la juge Colbert elle-même. Une révélation aussi incroyable que terrifiante. Pendant ce temps, Patrick, Eric et Ariane doivent faire face à des dilemmes moraux déchirants, alors que Zoé lutte contre ses traumatismes dans l'espoir de revoir sa mère. L'émotion est à son comble dans le parloir, où mère et fille se retrouvent enfin, entre larmes et promesses de résilience. Mais ce n'est pas tout, Jules se dénonce, prêt à assumer ses fautes pour sauver Chloé. Thomas, lui, perd 8 mois de fiches de révision dans une poubelle du Mistral et se débat avec le stress du bac, pendant que Gabriel tente de l'aider sans le brusquer. Et dans une simple brocante du panier, une liste manuscrite suffit à faire s'effondrer tout ce qu'on croyait savoir sur cette affaire. Trahison, amour, culpabilité, enquête souterraine, retrouvailles poignantes et révélations choc. Cet épisode 347 est une véritable bombe émotionnelle. Installez-vous bien, abonnez-vous. Et découvrons ensemble pourquoi cet épisode pourrait bien tout faire basculer à Marseille. Dans le silence tendu du bureau de Boé, les volets sont à moitié clos, comme pour empêcher le monde extérieur d'écouter ce qui se trame. Devant lui, posée sur la table, l'arme du crime. L'arme qui a tué le procureur Durieux. Mais un détail vient de faire basculer l'enquête. Boé regarde Idriss, abasourdi. Elle n'appartient pas à Ariane, ni à un inconnu ramassé dans une rue sombre. Non. Cette arme pourrait être liée à quelqu'un de très haut placé. Idriss, blême, croise les bras. Quelqu'un avec le pouvoir d'éliminer un procureur et de faire accuser une flic sans laisser de traces. Ils échangent un regard grave, conscients qu'ils ont mis le doigt sur quelque chose de bien plus gros que prévu. Et ce barman reprend Boé. Ce n'était pas un suicide. C'était propre. Trop propre. Il savait quelque chose. Il aurait pu innocenter Ariane. Idriss acquiesce. Et il l'a payé de sa vie. À ce moment précis, Patrick entre, les traits fermés. Il referme la porte derrière lui. Le regard inquiet. J'ai lu votre rapport. Tout ça commence à sentir mauvais et dangereux. Il marque une pause, baisse la voix. Vous allez reprendre l'enquête. Depuis le début. Vous repartez de zéro. Et Ariane ? Demande Boé. Patrick les regarde longuement, puis tranche. On va chercher la vérité. Mais en silence. Si cette histoire remonte trop haut, la moindre fuite peut nous faire tomber. On bosse dans l'ombre. Personne ne doit savoir ce qu'on cherche. Pas même nos collègues. Le silence s'installe. Un pacte se forme, tacite. Car désormais, il ne cherche plus un simple coupable. Il remonte une piste, qui pourrait tout faire exploser. Dans un couloir discret du commissariat, Eric attend, le visage fermé, le regard inquiet. Il ne tient plus en place. Dès qu'il aperçoit Patrick sortir de son bureau, il l'interpelle sans détour. Patrick, faut qu'on parle. Patrick soupire. Les épaules alourdies par les pressions et les nuits sans sommeil. Pas maintenant, Eric. Si. Maintenant. Le ton d'Eric ne laisse aucune place à la discussion. Il le pousse dans un coin plus calme du poste, puis le fixe droit dans les yeux. Zoé ne va pas bien. Elle se tait, elle s'enferme. Elle fait des cauchemars, elle refuse de manger. Elle est en train de décrocher, Patrick. Elle a besoin de voir sa mère. Patrick baisse les yeux, mal à l'aise. Il sait que chaque mot d'Eric est vrai. Je peux pas contacter la juge comme ça. Je suis déjà dans le viseur de l'IGPN. Le moindre faux pas, et ils auront ma tête. Mais Eric ne cède pas. Je me fiche de tes rapports et des procédures. C'est pas toi qui t'endors chaque soir à côté d'une gamine de 16 ans qui s'effondre sans rien dire. Un silence tendu.
Puis Eric ajoute, plus bas, presque à voix brisée. Et n'oublie pas. Bahram a sauvé la vie de ma fille. Il s'est interposé, il a pris un coup pour elle. Patrick le fixe, touché. Ce nom Bahram résonne différemment. Comme une alarme venue d'un passé à peine effleuré. Après un long silence, Patrick cède enfin. Je peux pas contacter la juge directement, mais je vais en parler à Colbert. C'est lui qui peut faire accélérer la demande de parloir. Eric hoche la tête, soulagé mais encore tendu. Fais-le vite. Parce que Zoé, elle, n'a plus le temps d'attendre. Patrick reste seul quelques secondes. Son regard s'égare dans le vide. Et il murmure, pour lui-même. Bahram. Qu'est-ce que tu viens faire là-dedans, encore ? Dans le salon baigné d'une lumière de fin d'après-midi, Thomas fait les 100 pas, les bras en l'air, les cheveux en bataille. On dirait qu'il vient d'assister à une tragédie. Gabriel, assis sur le canapé avec son café, l'observe en silence depuis 5 bonnes minutes. Je suis maudit. Maudit, tu m'entends ? S'écrie Thomas en jetant son sac sur la table. Je me suis trompé de poubelle. Encore ? Demande Gabriel, un sourcil levé. J'ai mis mon tote bag dans la poubelle du Mistral. Pas la mienne, pas celle du salon. Non. Celle de la place. Celle que tout le monde vide 20 fois par jour. Gabriel tente de retenir un sourire. Et dans ce sac, il y avait quoi ? Quoi, tu veux dire qui ? Rétorque Thomas en s'effondrant sur la chaise. Mes fiches de philo, d'histoire, de cesse, mes résumés de texte. Tout. 8 mois de travail. En un clic, pouf, jeté comme une vieille éponge. Gabriel s'approche, compatissant, mais avec cette sagesse tranquille des adultes qui ont déjà vécu plusieurs fois ce genre de drame. Tu pourrais peut-être emprunter les fiches de Zoé ? Thomas le regarde, offusqué. T'as déjà essayé de lire l'écriture de Zoé ? On dirait qu'elle révise en hiéroglyphes. Je comprends même pas si c'est du français. Gabriel rit doucement. Puis, après une pause, il pose sa main sur l'épaule de son fils. Tu sais, peut-être que c'est un acte manqué. Tu les connais tellement bien, tes fiches, que ton cerveau t'a dit inconsciemment. T'en as plus besoin. Thomas le regarde, bouche ouverte. Tu viens de me sortir une phrase de psy ou de prof de yoga, là ? Un peu des deux. Mais je suis sérieux. Tu t'es tellement plongé dedans que t'en as sûrement intégré 80% sans même t'en rendre compte. Thomas croise les bras, dubitatif. Tu crois ? J'en suis sûr. Et si tu veux, ce soir ? On fait un blind test de questions. Tu verras si ton cerveau a bien bossé. Un petit sourire naît enfin sur le visage de Thomas. Pas convaincu à 100%, mais rassuré à 60%. Ok. Mais si j'ai une mauvaise note au bac, tu me paies un aller-retour pour l'Inde. Je pars méditer avec des moines. Gabriel éclate de rire. Marché conclu. Et le stress du bac ? L'espace d'un instant, laisse place à la complicité entre père et fils. Dans la salle des profs désertée du lycée, la lumière blafarde tombe sur les murs fatigués. Jules est assis en face de Morgane. Le regard fuyant, les mains crispées sur ses genoux. Il n'a plus le feu dans les yeux, juste une culpabilité lourde à porter. C'est moi, Morgane. C'est moi qui ai pété la boîte à clés. Elle le fixe, interdite. Quoi ? Il hoche la tête, incapable de la regarder en face. Je voulais défendre Chloé. Je croyais bien faire. Le proprio avait été odieux, j'ai craqué. Le silence s'abat un instant. Puis la voix de Morgane, tranchante, claque dans l'air. Mais t'es sérieux, là ? T'as voulu jouer au justicier et tu réalises seulement maintenant que t'as foutu Chloé dans une merde noire ? Jules encaisse. Il serre les dents, encaisse sans se justifier. Morgane soupire. Plus lasse que réellement en colère. Elle risque de perdre le droit de voir Elena à cause de ça. Tu t'en rends compte ? Il relève les yeux. Cette fois, son regard est décidé, ferme. C'est pour ça que je vais me dénoncer. Je vais aller au commissariat,
raconter toute la vérité. Chloé n'a rien fait, elle ne mérite pas ça. Morgane le regarde longuement. Derrière la bêtise, elle sent la sincérité. Tu sais que ça peut te coûter cher? Pas autant qu'à elle. Un silence. Puis Morgane soupire, adoucit son ton. Alors fais-le. Mais proprement. Sans t'enfoncer plus. Il acquiesce. Et pendant qu'il se lève, prêt à affronter les conséquences de son geste, Morgane le suit du regard. Il a peut-être fait une énorme connerie, mais il est prêt à la réparer. Et ça change tout. L'odeur du cumin, des falafels croustillants et du pain chaud flotte autour d'eux. Comme une promesse de répit dans leur journée bien remplie. Patrick et Babette savourent leur déjeuner au Petit Libanais du marché, un lieu qu'ils aiment pour son calme et sa cuisine généreuse. Tu sais, Luna m'a reparlé de Chloé Valère. Elle a trouvé du boulot, elle va faire quelques heures de ménage à la maison, lance Babette, entre deux bouchées de houmous. Patrick relève les yeux. Surpris. Chloé Valère? Celle qui vit chez Luna? Oui. Elle est en réinsertion. Elle s'en sort bien. Le visage de Patrick se fige. Son ton se durcit, tout comme la ligne de sa mâchoire. Attends. Tu veux dire qu'on va confier les clés de chez nous à une ex-taularde? Babette fronce les sourcils. Patrick, elle a purgé sa peine. Elle essaie de se reconstruire. C'est pas une menace. Pas une menace? On est deux flics à vivre dans cette maison, Babette. On a des dossiers, du matos. C'est pas une question de confiance aveugle. C'est une question de sécurité. Le ton monte d'un cran. Les couverts s'immobilisent. L'ambiance légère du début de repas s'est envolée, remplacée par une tension sourde. Tu l'as fait sans m'en parler, poursuit-il, blessé plus qu'en colère. Tu te rends compte de ce que tu risques, de ce qu'on risque tous les deux si elle s'approche de trucs sensibles? Babette serre les lèvres, piquée. Je vais en parler à Luna. Je veux juste qu'on lui laisse une chance. Elle n'a personne, Patrick. Peut-être. Mais je ne laisserai pas la porte grande ouverte à une inconnue, peu importe ses bons sentiments. Le silence s'installe, pesant. Les assiettes sont encore pleines, mais plus personne n'a faim. Et dans les yeux de Babette, une ombre passe, celle de la culpabilité, mais aussi de la détermination. Dans l'écho silencieux du centre pénitentiaire, une porte métallique s'ouvre. Zoé franchit le seuil du parloir avec un mélange d'impatience fébrile et d'angoisse sourde. Ses doigts tremblent légèrement, ses yeux fouillent la pièce, jusqu'à ce qu'elle la voie. Assise derrière la table, Ariane se lève d'un bond. Le temps semble suspendu. Pendant une seconde, plus rien n'existe que ce regard, ce souffle court. Ce sourire qui perce malgré la fatigue et les cernes. Zoé s'avance, laisse tomber son sac au sol, et se jette dans les bras de sa mère. Longtemps. Sans un mot. Comme si le contact de ses bras était le seul remède possible. Tu m'as tellement manqué. Murmure-t-elle, la voix brisée. Ariane retient ses larmes. Elle passe une main dans les cheveux de sa fille, l'embrasse sur le front, respire son odeur comme pour mieux se souvenir d'elle. Toi aussi, ma chérie. T'as pas idée. Elle s'asseye. Zoé essaie de reprendre contenance. Puis, avec un petit sourire. Eric s'est installé à la maison. Il prend soin de moi. Ariane hoche la tête, rassurée. Je sais. Je le lui avais demandé. Zoé enchaîne, plus espiègle cette fois. Et Louis m'envoie 20 messages par jour. Il veut être sûr que je mange, que je dors, que je respire. Je crois qu'il est flippé. Un petit rire leur échappe, simple et précieux. Ariane, un instant, retrouve sa fille comme avant. Elle la dévore des yeux. Il est bien, Louis. Il t'aime vraiment. Je sais. Mais ce que je veux, c'est que toi tu sois là. Ariane baisse un instant les yeux. Le poids de la procédure, de l'enquête, de l'arme retrouvée, des soupçons, tout lui retombe sur les épaules. On va y arriver. Je vais me battre. Pour toi. Zoé lui prend les mains, les serre fort. 30 minutes.
Ce n'est pas grand-chose. Mais dans ce parloir glacé, elles viennent de rallumer une lumière. Et cette lumière, personne ne pourra l'éteindre. Assise sur les marches du perron, Zoé regarde l'écran de son téléphone, les jambes repliées contre elle. Les doigts crispés sur le rebord de son jean. Le message est là, noir sur blanc. Elle l'a relu au moins 10 fois, comme si chaque relecture pouvait rendre le moment plus réel. Elle souffle un peu. Puis entre dans la maison d'un pas lent. Eric est dans la cuisine, en train de ranger des tasses. J'ai eu une réponse de Parcoursup. Il relève la tête, attentif, l'air inquiet. Et alors ? Un petit sourire timide s'étire sur le visage de Zoé. J'ai été prise à Aix. Lettre et droit. Un silence. Puis Eric s'avance, pose doucement sa main sur son épaule. C'est génial, Zoé. T'as bossé pour. Tu le mérites. Elle baisse les yeux, émue, mais son regard reste embué. J'aimerais juste que maman le sache. Qu'elle soit là. Elle marque une pause. Puis, presque dans un souffle. J'espère qu'elle sera libérée le 13 juin. Ce serait juste avant les épreuves. Ce serait comme un signe. Elle relève les yeux vers Eric, et dans son regard, il n'y a pas seulement de l'espoir. Il y a de la peur. Celle de devoir affronter seule ce moment qu'elle aurait tant voulu partager. Il la serre dans ses bras, discrètement. Comme un père d'adoption qui ne sait plus comment apaiser la douleur, mais qui veut simplement être là. Elle le saura, Zoé. Et elle sera fière. Quoi qu'il arrive. Au cabinet médical. L'ambiance est feutrée, presque trop calme pour une fin de matinée. Gabriel, penché sur son bureau, griffonne quelques lignes sur une ordonnance. Mais son regard est ailleurs. Un pli soucieux barre son front. Léa entre sans frapper, un dossier à la main. Tu voulais me voir ? Gabriel lève la tête, puis lui tend l'ordonnance. C'est pour Thomas. Une cure de vitamines, du magnésium, un petit coup de pouce. Il dort mal, il tourne en rond. Il me dit que ça va, mais je le vois. Il s'épuise. Léa prend la feuille, la lit en silence. Puis elle relève les yeux vers lui, douce mais ferme. Tu veux que ce soit moi qui lui donne ? Gabriel acquiesce, presque honteux. Il va dire que je dramatise. Que je le materne. Que je suis médecin avec tout le monde sauf avec lui. Léa le regarde avec bienveillance. Et tu ne penses pas qu'il sent justement que tu t'inquiètes, à ta manière ? Gabriel soupire. Il se sent impuissant, frustré. Il aimerait savoir trouver les bons mots, mais avec Thomas, il y a toujours cette pudeur, cette barrière invisible qui revient dans les moments de fragilité. Je veux juste qu'il se sente mieux. Sans qu'il pense que je le prends pour un patient de plus. Léa lui tend doucement l'ordonnance. Alors donne-la lui toi-même. De médecin à mari. Ça aura plus de sens. Gabriel reste figé une seconde, touché. Puis il prend la feuille, doucement, comme s'il acceptait enfin de parler non pas avec sa blouse, mais avec son cœur. Une ruelle étroite du panier, en contrebas d'un vieil entrepôt. Idriss jette un coup d'œil autour de lui, puis frappe 3 coups secs à une porte métallique. Elle s'ouvre lentement sur une femme d'une 60aine d'années, l'œil vif, les bras croisés. Mina, brocanteuse, et indique à ses heures. Vous me ramenez le flic modèle ? Lance-t-elle en dévisageant Boé. Juste curieux, réplique Boé avec un sourire poli, mais sans chaleur. Idriss sort une photo de l'arme, un pistolet ancien, soigneusement entretenu. Retrouvé sur la scène de l'agression de la juge Colbert. Mina l'observe avec attention, sort ses lunettes, et pousse un sifflement. J'en ai vu passer. C'est pas rare. Mais c'est pas courant non plus. J'ai noté ceux qui en ont vendu, acheté, ou cherché à s'en procurer. Elle tend une vieille liste manuscrite. Idriss l'examine, puis la donne à Boé. Celui-ci lit. Ligne après ligne. Jusqu'à ce que ses yeux s'arrêtent. Il blêmit. Un nom. Un seul. Non, c'est pas vrai. Il relève la tête vers Idriss, abasourdi. Ce flingue, il est à Colbert.
Le silence s'écrase sur eux comme une chape de plomb. Même Mina lève les sourcils, surprise. Idriss fronce les sourcils, sec. Tu veux dire, la juge Colbert? Boé acquiesce lentement. Le souffle coupé. C'est carrément la merde. Et voilà, cet épisode 347 de Plus belle la vie nous laisse sans voix. L'arme du crime lié à la juge Colbert, la reprise de l'enquête dans l'ombre. La détresse de Zoé face à une mère emprisonnée, les révélations de Jules, la tendresse entre Thomas et Gabriel. Ou encore le regard vide de Patrick en pensant à Bahram. Tout semble converger vers une vérité bien plus dangereuse que ce que chacun imaginait. Alors, qui tire réellement les ficelles? La juge Colbert est-elle impliquée? Et Ariane pourra-t-elle enfin retrouver sa liberté? Zoé réussira-t-elle à affronter son avenir sans sa mère à ses côtés? Tant de questions brûlantes nous attendent dans les prochains épisodes. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, commenter avec vos théories. Et surtout de vous abonner pour ne rien manquer des rebondissements à venir. On se retrouve très vite pour de nouvelles révélations sur Plus belle la vie, et croyez-moi, le pire reste peut-être à venir. À bientôt sur la chaîne.